mon nom est Quentin Richard, je suis membre de la cellule FEDER depuis 2009, où je suis arrivé finalement un peu au milieu de la programmation précédente, enfin plutôt au démarrage on va dire quand même. Alors, comme vous le voyez, au départ le titre de la présentation c'est la politique européenne des fonds structurels en région de Bruxelles-Capitale. Je travaille au sein de la cellule FEDER, mais je trouvais quand même utile de vous parler également de d'autres programmes qui sont financés par les fonds structurels européens. Et donc effectivement, vous parlez d'abord du FEDER et ensuite du Fonds social européen. Le FEDER, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un fonds, le Fonds européen de développement régional, qui vise la cohésion économique et sociale de l'Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ces régions. De quoi est-ce que ça parle en réalité? Ça parle de l'intérêt de l'Europe pour les régions, parce que autour de l'acte unique européen, dont vous vous souvenez peut-être, l'Europe a commencé à se dire que la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes pouvait avoir un coût. Ce coût, il risquait d'être supporté par les régions qui étaient les moins compétitives au sein de l'Union européenne. Il était donc nécessaire que toutes les régions soient pensées en termes de développement régional, en termes de développement économique. En Belgique, les régions sont assez largement dotées de compétences, de budgets d'importance et de taille variable, mais elles ont des budgets pour mener leur propre développement socio-économique. Ce n'est pas le cas partout. Il y a certains États membres de l'Union européenne, et parfois pas des moindres, qui effectivement consacraient leur politique de développement économique aux régions qui les intéressaient, aux régions qu'ils estimaient devoir, par intérêt ou pour d'autres considérations, nourrir. La politique européenne n'a pas effacé les soutiens nationaux, mais elle a insisté sur le fait que des moyens européens étaient là pour les régions, pour l'ensemble des régions, mais d'abord de celles dont le développement économique doit être nourri, parce qu'effectivement il y existe un problème, une difficulté. On pense aux fameux objectifs 1 qui concernent des régions qui sont plus largement en situation de difficulté que les régions dites riches d'Europe. Mais l'Union européenne ne considère pas pour autant que dans une région riche, et la nôtre l'est particulièrement, il peut exister des situations de difficulté socio-économique, un accès à l'emploi qui est particulièrement difficile parfois, même si à PIB constaté, la richesse elle est présente. Le FEDER a donc cette vocation, dans ses moyens évidemment, et ils ne sont pas illimités, le FEDER a vocation effectivement à soutenir cette correction des déséquilibres, à apporter en tout cas la pierre de l'Union à l'édifice du développement économique de l'ensemble des régions d'Europe. Alors, le FSE part d'une autre question, puisque plutôt que de s'intéresser à la région, de s'intéresser au développement socio-économique, il va s'intéresser davantage aux gens, en mettant sur pied des politiques, des programmes qui sont aujourd'hui le principal instrument de promotion de l'emploi et de l'inclusion sociale de l'Union européenne. Pour les gens qui travaillent dans les institutions comme les nôtres, quand on voit promotion de l'emploi, inclusion sociale, de qui ça peut dépendre? Il y a pas mal de régions, pas mal d'États membres qui construisent des programmes du FSE de façon très intégrée. Évidemment, on est en Belgique, on est à Bruxelles. Ce n'est pas le cas, même si les choses sont en progression. Le FSE, ce sont donc 3 programmes aujourd'hui, 4 hier, qui sont essentiellement liés aux entités qui ont compétence pour s'intéresser à une des thématiques de la promotion de l'emploi et de l'inclusion sociale. Le programme FSE, donc du Fonds social européen de la région de Bruxelles-Capitale, qui est piloté au jour le jour par Actiris. Le programme FSE de la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF, qui est un programme en réalité qui est le plus important, le plus doté financièrement, combiné à l'initiative Emploi Jeune, qui est une initiative récente de la Commission européenne qui vise effectivement l'employabilité des jeunes. Et donc ce programme-là, lui, va s'intéresser à réellement donner des capacités aux jeunes et aux demandeurs d'emploi de façon plus générale, d'être compétitifs, d'être plus capables de trouver un emploi. Le ESF Programme à Vlaanderen, qui est un programme qui est situé sur l'ensemble du territoire flamand et bruxellois. J'ai malheureusement pas vraiment de détails, et vous le verrez par la suite,
sur le volume des investissements et des politiques menées à Bruxelles, parce qu'effectivement, ils travaillent indubitablement sur Bruxelles, mais ils travaillent parfois avec des opérateurs qui ne ciblent pas géographiquement leurs interventions. Et quand un opérateur institutionnel flamand est situé sur Bruxelles, il va de soi qu'il ne finance pas que des opérateurs bruxellois, il finance parfois des opérateurs qui sont situés sur Courtrai, et donc ça c'est quand même effectivement important. Alors, le FEDER en région de Bruxelles-Capitale 2000-2006, pourquoi je vous parle de ça? Ça remonte un petit peu, mais c'est quand même pas inintéressant de voir quelles étaient les bases à l'époque de ce premier vrai programme européen à l'échelle bruxelloise. 43 millions d'euros apportés par l'Europe, 7 millions apportés par l'initiative Urban, qui est une initiative qui ne cible pas toutes les régions d'Europe, mais qui cible essentiellement les régions urbaines, comme le nom le suggère assez bien. Vous voyez effectivement ici un découpage rouge avec le pentagone de la ville de Bruxelles, et vous constatez effectivement que sur base de données statistiques, l'Europe a choisi effectivement de s'attaquer avec le FEDER à des régions qui étaient des quartiers plus paupérisés, plus en difficulté, et qui donc avaient besoin de cet argent pour nourrir le développement local à une échelle plus restreinte. Il faut se rendre compte effectivement que les programmes de type objectif 1, c'est une province en Belgique. C'est un département en France. Donc on est dans un autre type d'échelle, on est dans du beaucoup plus fin. Et l'objectif 2 visait dans l'ensemble des régions d'Europe, donc y compris les régions les plus riches, à toucher les zones qui étaient les plus pauvres du territoire. Ici, on a effectivement considéré que cette banane historique qu'on connaît assez bien quand on travaille pour la région de Bruxelles-Capitale, je pense, un territoire assez post-industriel, un territoire plus pauvre, où il y a des enjeux véritablement importants également en termes d'environnement, c'était un territoire sur lequel il fallait investir. La petite partie verte que vous voyez sur la carte est une partie qui, elle, était ciblée par le programme Urban 2, le programme spécifiquement urbain, qui ne s'est pas intéressé à l'ensemble de la zone urbaine parce que les moyens étaient limités et que donc il y a un choix qui a été posé de se concentrer sur une zone en particulier. Le programme FEDER 2007-2013, Investissons ensemble dans le développement urbain, c'est un programme que je connais bien, 57 millions d'euros, puisque effectivement c'est la cellule FEDER qui l'a piloté. Petit rappel, excusez-moi, donc ce programme-ci, qui était un programme très lié à la politique de rénovation urbaine, très lié également au contrat de quartier, était géré, piloté par la DRU. Maintenant, effectivement, le FEDER, à partir de 2007-2013, eh bien, il a pris une autre forme. Pourquoi? Parce que d'abord, l'Union européenne a changé d'agenda politique. On est passé, si vous connaissez un petit peu, de l'agenda de Lisbonne, compétitivité, entreprise, innovation un petit peu, à l'agenda de la stratégie de Göteborg. Göteborg, c'est 2001, mais ça n'est arrivé dans les programmes européens qu'en 2007. Et donc là, effectivement, la dimension environnementale prenait toute son importance, elle commençait vraiment à être prégnante. Et donc, si on ajoute l'environnement à la politique de développement urbain, on est dans quelque chose qui commence à être un petit peu transversal. Et cette transversalité, et d'autres questions aussi d'organisation, puisqu'on allait vers un programme plus large, ils ont provoqué chez nous, au niveau de la région, une réflexion qui se dit, c'est des compétences transversales, faisons basculer ça au niveau de BCR, donc Bruxelles Coordination Régionale, pour que nous ayons des contacts avec davantage d'administration. Nous avons des contacts par rapport au projet Bruxelles Environnement, avec la DRU toujours, avec une série de directions et d'opérateurs, d'OIP, etc., qui sont situés autour, mais qui ne sont plus nécessairement liés au territoire. On est d'ailleurs au niveau européen passé d'une approche très territoriale à une approche aujourd'hui qui est beaucoup plus, je dirais, socio-économique pure. Voilà. Le territoire, il ne change pas tellement en réalité par rapport à la zone précédente, si ce n'est les deux extensions que vous voyez en jaune, mais c'est un territoire qui n'existe pas. C'est ce qu'on a appelé la zone d'intervention prioritaire, c'est un territoire que personne ne connaît, à part nous, à part éventuellement les opérateurs du FEDER qui se sont investis dans les projets, qui ont cherché à comprendre. Ce n'est pas le cas de tous. Ce n'est pas un reproche, mais voilà. Il s'agit donc d'un territoire qui n'a pas de vraie réalité et qui est sur le territoire de plusieurs communes. Vous voyez une partie de la ville de Bruxelles, une partie d'Anderlecht, une partie de Molenbeek, une partie où la quasi-totalité de Saint-Gilles, de Forêt, Saint-Josse, Schaerbeek
On est dans des réalités qui sont un peu différentes, mais qui sont quand même des réalités socio-économiques assez semblables. Il s'agissait pour le gouvernement, ici, en 2007, de poser un vrai choix par contre. Parce qu'autant, auparavant, on était dans un schéma obligé, une obligation effectivement de s'investir dans des zones précises. Ici, la carte, c'est Bruxelles qui a choisi de centraliser ses moyens sur cette zone. Auparavant, on avait une obligation, maintenant on avait la possibilité d'agir partout où on le souhaitait et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait aussi parce qu'il n'y a entre guillemets que 57 millions, auxquels se rajoutent évidemment des financements régionaux, des financements communaux, etc. Mais il était difficile effectivement d'envisager des opérations partout, dans tous les secteurs, et donc on a fait le choix de fixer des priorités et de fixer un zonage qui soit effectivement le zonage précédent. On a travaillé dans la continuité, on a travaillé pas mal en rapport avec les contrats de quartier. Il y a pas mal de projets qui ont été réalisés avec des cofinancements contrats de quartier et des cofinancements FEDER. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est réalisé de façon assez combinée à l'époque. Premier bilan. Je crois que c'est important effectivement de parler de premier bilan. Myriam en a parlé effectivement. On n'a pas tout réalisé encore. Toutes les factures sont censées être payées par les opérateurs depuis le 31 décembre 2015. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne vont pas assumer une partie des factures. Ils devraient être opérationnels dans les mois à venir, mais ils ont encore un peu de temps pour réaliser leurs projets. Quels étaient ces projets? Donc ça, je vais en parler assez brièvement, je vous rassure. Et donc on avait un premier axe, qui s'appelle groupe d'opération dans le jargon, mais donc un premier axe qui visait à soutenir le développement et la création d'activités économiques. On est là dans quelque chose qui ressemble pas mal au FEDER historique. 8 projets. Aujourd'hui, il y a un peu moins de 6000 m² disponibles au profit des entreprises. Il y en aura plus demain. Il y a également des systèmes de prêts qui ont été mis sur pied par Finance Brussels, la série B. Et également des bourses pour les entreprises, parce qu'effectivement, il y a une série d'opérateurs économiques qui ont besoin de bourses parfois pour se lancer dans des activités économiques. Alors, on a également mené un projet à destination des jeunes pour les sensibiliser à l'esprit d'entreprise, à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est assez... c'est pas naturel chez tout le monde. Et donc, on a visé les écoles, secondaires principalement, mais également supérieures, parce qu'on se rend compte que parfois, dans des métiers techniques, technologiques assez pointus, les jeunes qui vont sortir de ces écoles sont tout à fait compétents, mais ils ne sont pas prêts à se prendre en main en tant qu'entrepreneurs. Et donc, on les a fait jouer autour de jeux de rôle, de sensibilisation, aux beaux défis que représente l'entrepreneuriat, mais également aux risques que comporte ce type d'activité. Et effectivement, c'est un beau projet qui a été mené par 5 opérateurs différents et coordonné par Impulse à l'époque. Alors, on a également 65 000 m² de surface réhabilitée au profit de projets économiques, parce que vous l'avez vu, la zone, c'est une zone post-industrielle, dans laquelle, effectivement, pour qu'il puisse y avoir de l'activité, parfois il y a besoin, effectivement, qu'on rende disponible des sols. Et donc là, c'est Bruxelles Environnement qui a mené une véritable politique d'accompagnement de différents opérateurs économiques qui avaient le souhait de s'implanter sur le territoire, mais qui à l'endroit où ils voulaient s'implanter, souffraient d'un problème de pollution. Un problème de pollution, ça se gère en finançant, mais parfois c'est difficile d'allonger 1 million d'euros par rapport à un budget qui fait 3 millions d'euros. Donc il y a parfois effectivement un vrai besoin par rapport à un territoire qui est disponible, mais qui souffre de cette pollution orpheline, de pouvoir être aidé pour qu'on puisse y mener une activité de type économique. Deuxième axe, deuxième groupe d'opérations, le soutien à la mise, soutien à la mise en place d'un pôle de développement urbain lié au secteur économique de l'environnement. Je l'ai dit, on est passé de la stratégie de Lisbonne à la stratégie de Göteborg. On tient donc compte aujourd'hui, dans ce programme déjà, de la question de la durabilité, de l'environnement. Et donc, on a mis sur pied ce pôle de développement urbain autour de 5 projets. 5 projets, c'est un bon démarrage et on verra par la suite qu'il y a des projets qui continuent à faire des petits et ça c'est vraiment intéressant. On a un total de 212 entreprises qui ont été accompagnées
Et on a également 1817 mètres carrés qui ont été rendus disponibles au profit des entreprises. Et je vais vous montrer le projet, qui est un très beau projet qui a été inauguré la semaine passée, si je ne m'abuse, qui est le projet de Bruxelles Green Bees, qui est situé juste à côté de Tour et Taxi, donc dans un quartier vraiment qui a un fort potentiel. Et donc là, on a réalisé, grâce à une série d'opérateurs, CityDev en particulier, mais d'autres opérateurs autour s'y sont greffés, un vrai incubateur vert qui vise à mettre à disposition des entreprises des espaces de bureaux, mais également des ateliers, puisque quand on parle d'écologie, enfin de développement urbain, de secteur économique de l'environnement, on est également dans une activité de type plus industriel propre, mais industriel quand même. Et donc effectivement, dans ces espaces que vous voyez sur les côtés, c'est l'espace atelier, avec des ateliers parfois assez hauts de plafond, parce que les activités qui y sont menées nécessitent ce type d'infrastructure. Voilà. Troisième point, troisième axe, l'amélioration de l'attractivité et de l'image de la zone. Vous avez entendu de quelle commune je parlais, vous avez vu de quelle zone il s'agissait. Il s'agit malheureusement d'une zone que les gens n'aiment pas fréquenter et que les opérateurs économiques vont éventuellement fuir parce qu'elle n'est pas attirante. Il s'agissait donc d'un véritable défi en termes d'attractivité. Et donc on a agi au travers de la sélection de 4 projets. On aurait pu en faire plus, mais les moyens européens par contre étaient limités. On ne pouvait pas financer trop largement dans le cadre de cet axe-ci. Et donc on a financé, je dirais, 2 gros projets d'infrastructure et 2 autres plus petits projets. Le centre Mode and Design Brussels, qui est situé sur le territoire de la ville de Bruxelles, un centre qui se veut vraiment une espèce d'incubateur à destination des métiers du design, des métiers de la créativité. Et donc là, on a vraiment financé les briques. Je parlais de faire des petits. On va voir dans un instant qu'effectivement, ce projet-là aussi a fait des petits. Et l'alimentaire abattoir, le FoodMed, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, maintenant ça fait quelques mois qu'il a été inauguré, mais donc il y a possibilité de s'y rendre. Il s'agit d'un véritable marché couvert, un nouveau marché couvert sur le territoire des abattoirs, et que la Société des abattoirs a été intéressée de mener sur place. Pourquoi est-ce qu'on finance ce genre de choses dans l'attractivité et l'image de la zone? Parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de marchands ambulants et de choses comme ça qui se situaient dans les rues autour des abattoirs. Et donc, cette halle alimentaire a vraiment vocation de rassembler là des différentes petites entreprises liées au secteur de l'alimentation. On parle des abattoirs, mais il ne s'agit évidemment pas que de la boucherie. Il n'y a pas beaucoup de produits exotiques qui sont sur place. C'est quand même assez intéressant à constater. Projet de marketing urbain, qu'est-ce que c'est que ce projet? Je le connais bien, je l'ai accompagné ces 6 dernières années. Donc c'est un projet qui a vocation vraiment à s'intéresser de façon générale et globale à l'image de la zone et de faire sa promotion. Donc on a essayé de comprendre dans le cadre de ce projet ce qu'était ce projet, ce qu'était cette zone. Qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est une zone effectivement un peu industrielle mais avec des forts potentiels, avec une activité importante des pouvoirs publics. Il n'y a pas que le FEDER qui finance dans cette zone-ci, il y a beaucoup de politiques qui sont menées dans cette zone-ci, davantage que sur le reste du territoire bruxellois. Les contrats de quartier, différentes politiques, les politiques des grandes villes agissent vraiment beaucoup dans le cadre de ce territoire. Et donc le projet de marketing urbain visait à fédérer toutes ces interventions, à comprendre quel était ce territoire, qu'ils ont renommé territoire du canal et qui donc donne une certaine identité, pour effectivement faciliter l'implantation d'acteurs économiques, l'acceptabilité pour les naveteurs. Et donc ils se sont intéressés à vendre l'image de cette zone auprès d'une série d'opérateurs qui sinon effectivement ne s'y rendraient pas. Donc des gens qui viennent y faire leurs courses, des gens qui viennent y implanter des activités économiques, industrielles ou pas, des gens qui simplement sont des touristes parce qu'il y a un potentiel touristique dans cette zone, et donc là c'est quand même assez intéressant de le relever. Atrium Brussels, je parlais de commerce. Oui, le commerce représente un enjeu dans cette zone. Un commerce de qualité, en tout cas, représente un enjeu dans cette zone. Pourquoi un commerce de qualité? Parce qu'il s'agit d'avoir plus que des night shops. Je suis désolé de le dire, mais effectivement, une rue composée de 4-5 night shops, on connaît bien la problématique. Ce n'est pas une zone qui va attirer le chaland, qui va attirer le touriste, qui va attirer ne serait-ce que le bruxellois qui ne vit pas dans la zone d'intérêt prioritaire, la zone qui nous intéresse, la zone du canal.
Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de financer des commerces de qualité en s'intéressant naturellement au profil des entrepreneurs qui ont envie d'ouvrir leur commerce et en trouvant parfois des relations entre le propriétaire de l'espace commercial, de la surface commerciale, et celui qui est l'occupant qui mène donc son activité commerciale. Renforcement des infrastructures de proximité en lien avec l'emploi et la formation. 15 projets, beaucoup, plus de petits que de gros, dont 6 centres de technologie avancée dans les écoles et 102 places supplémentaires dans les crèches situées dans la zone. Donc effectivement, ça on constate que malheureusement, l'absence de place dans les crèches constitue un vrai frein à l'emploi et à la formation des gens qui vivent dans cette zone, plus dans cette zone qu'ailleurs. Je ne dis pas qu'ailleurs, à Bruxelles, voire ailleurs, au-delà, il manque de place dans les crèches, mais là c'est vraiment criant, c'est vraiment identifié dans le programme comme un obstacle, un handicap pour parvenir à franchir ce simple pas d'aller ne serait-ce qu'en formation avant de trouver un emploi. 6 centres de technologie avancée dans les écoles, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de financer des projets qui sont des projets qui vont veiller à mettre les besoins des entreprises, des futurs employeurs, en relation avec les compétences de ceux qui sortent de l'école. On le sait, une école, elle forme avec les moyens dont elle dispose, et malheureusement, les moyens ne sont pas toujours suffisants pour qu'il y ait une bonne adéquation entre les deux. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement? On a permis de financer des imprimantes très particulières au profit de ces centres de technologie avancée qui sont situés dans les écoles professionnelles et techniques, pour qu'effectivement les étudiants, voire parfois des chômeurs, parce qu'il y a des relations avec Actiris qui se sont nouées, puissent aller tester la machine, comprendre comment cette machine, que demain ils devraient être en mesure d'utiliser au travail, eh bien qu'ils l'essayent à l'école d'abord. Deux autres projets, je suis désolé, j'ai oublié de les ajouter, un autre projet en tout cas, il y a différents centres de formation. Il y a l'extension de Sanforgy, les activités qui sont des activités liées à tout ce qui est entrepreneurial vert notamment, des nouvelles activités, un centre de formation qui s'étend grâce au soutien donc, de cet axe renforcement des infrastructures de proximité en lien avec l'emploi. Il y a un autre projet qui est mené à Forêt, le projet Forest Oreca, et un autre projet qui est lié à l'Oreca, mais plus au côté hôtelier de l'Oreca, qui est situé dans les bâtiments de Bellevue, que beaucoup de gens connaissent. Donc là, il y a un très très beau partenariat public-privé qui s'est mené, puisque l'espace il est occupé maintenant par du public, du privé, de l'associatif, tout un type d'opérateurs. Et donc, sur place, effectivement, on va former, on va avoir un hôtel de formation à côté d'un hôtel qui est tout à fait classique et ordinaire, et qui est donc situé juste à côté du canal.